Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour l'interview avec André Duhem, celui qu'on considère le père du haïku au Québec. Et les Français, selon Dominique Chipot, c'est le pape du haïku au Québec. Donc, vous voyez, bon. André Duhem a une maîtrise en lettres de l'Université d'Ottawa. Il a travaillé dans différentes institutions, il a enseigné en langue étrangère au COFI, entre autres. Et au début des années 80, son activité littéraire se caractérise par des formes classiques de la poésie japonaise, donc qu'il tente d'adapter à la sensibilité québécoise. Entre autres, il a exploré des formes du récit, du rêve. Vous pourrez lire sa maîtrise. Ça tourne autour de ça. Oui, le récit de rêve comme forme littéraire. Pas comme forme psychanalytique, mais comme forme littéraire. Et pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, j'ai mis quelques articles ici que j'ai trouvés sur le net, sur André, un texte de Micheline Baudry qui parle de lui. Et ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous pourrez lire la bibliographie que j'ai faite, les 43 livres que André a publiés jusqu'à présent. Oh là là! Oui, c'est le pape. Ah oui? Je dois vous dire que je n'ai pas lu les 43 livres. OK? Quelques-uns, mais... Et après, vous pourrez voir toute la collection de ces livres qui est là. Et aussi, à la fin, ceux qui n'ont pas le volume, ceux et celles, merci Yannick, jamais un sans doute. L'homme qui plantait des haïkus, ceux qui ne l'ont pas, je vais faire un tirage d'une copie. Donc, De Micheline Baudry. de Micheline Baudry. Micheline Baudry, à un moment donné, a commencé à me poser des questions, puis des questions, puis des questions, puis des questions. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux faire un article, c'est avec des questions. Je ne veux pas faire un article, je veux faire un livre. Mais ça a duré une couple d'années, les questions. Donc, à l'origine, l'entrevue devait se faire en français et en anglais. Donc, on va seulement le faire en français. Donc, j'ai une série de questions. Et après, dans la deuxième partie, je vais vous parler de son livre Fugitif et l'oranger 1. Tanka, que j'ai eu de la difficulté à lire. Mais bon, quand j'ai trouvé la clé, grâce à Maxiane, j'ai compris plein de choses. Mais on va pouvoir faire parler André là-dessus. Donc, la première question, André, depuis quand écrivez-vous de la poésie? J'ai commencé à écrire de la poésie après l'université. Donc, j'aimais écrire à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. J'aimais écrire les compositions, les rédactions, les essais. Et quand les études ont été finies, je n'avais plus rien à écrire. Donc là, j'ai commencé à écrire gratuitement, là, pas pour l'école. Et la poésie, c'était la forme la plus accessible pour moi. Je n'ai pas plein de personnages dans la tête qui m'habitent, mais je suis plutôt poète et photographe, c'est un peu. C'est les instants. Et quand j'ai découvert le haïku, c'était juste parfait. Donc, qu'est-ce qui vous a amené comme élément déclencheur à aller vers le haïku? Dans les années 70, on a commencé à s'intéresser à Jack Kerouac. Victor Lévy-Beaulieu a publié un essai poulet sur Jack Kerouac. Donc, j'ai commencé à lire Jack Kerouac parce que c'était un peu comme mon oncle, parce que des deux côtés de la famille, mes grands-parents ont déménagé un certain temps aux États-Unis, comme beaucoup de Québécois, mais heureusement ou malheureusement sont revenus parce qu'on donnait des terres dans le coin de Drummondville, Victoriaville, Villeroy, Val-Alain, tout ça, Manceau. Donc, ils sont revenus, puis... mais Jack Kerouac, en découvrant Jack Kerouac, j'ai découvert le récit de rêve, parce qu'il a publié un recueil de récits de rêve, puis il a écrit des haïkus aussi. Donc, quand j'ai découvert les haïkus de Jack Kerouac, je me suis demandé c'était quoi, c'est des haïkus.
Puis là, ben, l'intérêt a continué. Et les éditions Asticot ont publié un recueil de haïku. Après 2 ans de recherche, le premier recueil a paru. Puis les éditeurs, par la suite, étaient plus intéressés par le haïku que par mes autres poèmes. Donc, ça s'est enchaîné comme ça. Et j'aimerais savoir en quoi le haïku a changé ou amélioré ou transformé votre philosophie. Je pense que le haïku n'a pas vraiment transformé. C'était un bon outil pour dire ce que j'avais à dire, pour faire ce que j'avais à faire. Je ne suis pas devenu japoniste ou japonologue ou orientaliste. Je pense que c'est plus dans la tradition des pensées morales qu'on avait à l'école primaire. Dès le matin, on mettait une pensée au tableau, puis le professeur expliquait ça pendant quelques minutes, puis la journée continuait. Donc le haïku, c'était un peu dans cette veine-là. Et toujours dans la famille du haïku, quel est le genre que vous préférez ou que vous privilégiez? Le haïku. J'ai essayé le tanka, c'est mon dernier livre, le tanka, j'ai essayé le haibun, j'ai essayé le ranku. Tout ça, c'est passionnant. Le ranku, d'écrire avec quelqu'un d'autre, c'est contraire à tout ce qu'on peut considérer comme poésie en français, parce que l'auteur met toute son âme dans son texte, mais le ranku, tu partages ça avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très étonnant. Puis le haibun aussi, qui met un peu de prose puis un peu de poésie. Donc, c'est des formes pas révolutionnaires, mais qui sont à l'extérieur de toute notre tradition poétique. Donc, je vais déménager la poubelle. Ben, c'est un peu pour ça que le haïku difficilement s'intègre dans la poésie québécoise, parce que les journalistes, les critiques, ils ne savent pas trop quoi en faire. C'est tellement court et c'est tellement différent que dans le journal Le Droit à Ottawa, les articles sur le haïku là, sont très très rares parce que... Ils sont rares partout, les articles. Oui. Non, mais les écrivains locaux passent facilement dans le journal local à Ottawa, Gatineau, Ottawa, mais les haïkus, là, non. Imaginez-vous en région. Qu'est-ce que c'est? Nous, on est chanceux à Bécomo, puisque à toutes les semaines, il y a un haïku qui paraît dans le journal. Mais depuis 2005. Donc, il faut faire attention pour ne pas perdre le filon. Et certaines personnes nous disent « Ah, je ne connaissais pas le haïku, je ne savais pas que c'était publié dans le journal. » Vous voyez? Donc, suite à ça, André, est-ce que vous avez une définition parfaite du haïku? À part les vôtres. Ben, le haïku, il faudrait dire le haïku selon le poète, selon la tradition. Parce que quand j'ai commencé à écrire le haïku, à un moment donné, je suis tombé sur un recueil, 20 poètes modernes et 20 haïkus de chacun. Et ça, c'était 20 poètes japonais contemporains de 1900 à 1950. Et c'est 20 écoles différentes. Donc, moi, je me suis reconnu un peu dans l'école de Shiki, le sachei, c'est le croquis sur le vif. Donc, c'est un peu comme une photo. Donc, c'est le genre de haïku que j'écris. Donc, c'est saisir l'instant, en peu de mots. C'est un peu ça ma définition. OK. Donc, dans les auteurs japonais, est-ce qu'il y a quelqu'un plus privilégié qu'un autre ou c'est pas mal l'équivalent dans les choix? Bien, autant il y a d'écoles, autant dans une anthologie là, de Corinne Atlan qui vient d'en publier 3, je pense, ils sont tous pareils. On ne peut pas, dans la traduction, vraiment voir la différence de thème, de style. Donc, c'est difficile d'avoir un auteur préféré. Sinon, je dirais que c'est Mashi Tawara qui écrit des tanka. Donc, j'ai beaucoup aimé son... C'est un peu grâce à elle que j'ai commencé à écrire des tankas, d'ailleurs.
Est-ce que ça fait longtemps que vous écrivez des tankas? Non, régulièrement. J'en écris pas régulièrement, ça vient par bouffée. Comme les bouffées de chaleur. Ouais. C'est pas mal à notre âge. Elle a publié un recueil de tanka en japonais en 1987. J'ai lu les traductions anglaises en 88-89, puis là j'ai commencé à écrire des tankas. Puis 15 ans plus tard, on a publié la version française. Puis là j'ai lu la version française, puis là ça a été mon deuxième recueil de tankas. Et là c'est le troisième que je viens de publier. Et jusqu'à présent, selon vous, quel a été votre plus beau haïku, votre plus beau tanka? Il faudrait que je le lise. Changer les réponses. Ben, le plus beau, c'est le dernier, tanka. Disons que le plus beau, c'est le plus récent. C'est comme tous les bébés. Hein? Instant d'indulgence, rêver qu'un jeune homme relit ses poèmes de vieillesse. Apprendre à vieillir membre par membre. C'est de notre âge, n'est-ce pas? C'est ça, des haïkus de vieillesse, mais mélangés. Souvent, les vieux lisent leurs poèmes de jeunesse, mais ça vient d'un rêve, parce qu'il y a beaucoup de... Autant c'est des photographies du moment présent, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les rêves aussi. C'était un instant présent dans le rêve. Puis le plus beau haïku, ou le plus connu peut-être, c'est sur les vitres, des traces de nez et de doigts, regarde encore la pluie. Sur les vitres, des traces de nez et de doigts, regarde encore la pluie. Ça, c'est un vieux haïku d'un jeune père divorcé. Les enfants venaient la fin de semaine, puis ils repartaient, mais les traces restaient un peu partout. Puis ils n'osaient pas faire le ménage pour garder leur présence. C'est vrai. Très agréable de voir tout le contexte dans lequel c'est écrit, parce que souvent ça donne beaucoup d'informations sur ce qu'on est sans le vouloir. Ouais. Et dans tout ce que vous avez écrit, quel est le livre que vous considérez le meilleur ou le mieux achevé? Je sais pas. Le plus connu, c'est Pelure d'orange. Pelure d'orange, c'est le plus connu. Et Haïku d'ici, c'est le plus vieux, c'est aussi le plus connu. C'est pas nécessairement les meilleurs, mais c'est ceux qui ont donné le plus de visibilité. Et Pelure d'orange, une section a été traduite même en japonais. Donc, ça fait une plus longue vie. Et Pelure d'orange et bilingue. Ah, bien sûr, hein, en japonais, ils s'en font tout à l'envers. C'est la couverture. C'est l'extérieur. Et je vais poser une question à qui tout le monde peut se référer. Quelle est la chose la plus désagréable en écriture? Je parle pas de toi, Mac, là, mais c'est l'éditeur. Chercher un éditeur quand on est plus ou moins connu, attendre les réponses, recevoir les refus, recommencer, avoir une acceptation, entrer dans le programme de publication, puis finalement, ben, c'est la faillite ou la fermeture d'une maison d'édition. 1990, là, c'était les éditions de l'Université d'Ottawa ont fermé, les éditions SICO ont fermé, les éditions Triptyque ont retiré mon livre de leur catalogue, puis c'est l'année où j'ai divorcé. C'était terrible, 90. Pour la deuxième partie, on va parler du dernier recueil fugitif. Comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer dans ce livre-là, à embarquer. Et
c'est en lisant une recension de Maxian que j'ai compris où je devais aller pour saisir l'ensemble. Donc, pour vous donner une idée, vous avez la section de fugitifs, vous avez 80 tankas personnels, 47 tankas Laurent G1, et dans cette partie-là, Laurent G1, vous avez la section atmosphère où vous avez 23 tankas, dans la section poème, 24, et tout ça tiré de l'œuvre de Jean-Aubert Loranger. Vous avez des photos aussi à l'intérieur. Vous regardez, j'ai travaillé. Vous avez des photos comme ceci, mais ça, on va en reparler. Il y a 5 photos. Donc, la composition est quand même particulière pour les photos, ce qu'on va vous expliquer un peu plus tard. Donc, la première question que j'ai à poser, c'est d'où vient cette idée, entre autres, des photos, entre autres? Parce que les photos, vous en avez 5. La première partie de la photo est floue. La deuxième est plus claire, mais toujours avec des yeux d'homme ou de femme fermés. Et si on remarque, je vais faire circuler ma copie, la première partie, elle est beaucoup plus grande, la deuxième un peu plus petite. Donc, j'aimerais qu'André puisse expliquer d'où vient cette idée-là de présentation des photos. Et oui, j'ai oublié de mentionner, les photographies sont de Raymond Aubin. Donc, Raymond Aubin, c'est un photographe de Gatineau, Hall Gatineau. Parce que la ville de Hall n'existe plus, mais pour nous autres, elle existe encore. Donc, il est photographe qui s'intéresse aux formes asiatiques et on a collaboré. C'est le troisième livre avec lequel je collabore. Donc, le tanka est constitué de 2 parties. Donc, 5-7-5 et 7-7. Donc, Raymond a imaginé mettre 2 photos pour avoir 2 parties. Donc, c'est expérimental comme photo. C'est pas des photos très claires, c'est en noir et blanc. C'est pas très clair parce qu'on perçoit la réalité, mais c'est peut-être pas exactement la réalité. Parce que quand on a les yeux fermés, bon, on imagine des choses qui sont réelles, mais peut-être pas réelles. Donc, c'est assez symboliste comme une photo. Oui, c'est comme toi qui rêve. Ouais. Tu nous racontais tantôt un rêve. Oui, c'est ça. Et André appelle ces photos-là des tankas photographiques. Donc, je voulais d'avoir l'explication un peu comment ça fonctionne. En même temps, il vient de vous donner l'analogie. Et si vous avez, quand vous verrez le volume, vous remarquerez que le mot fugitif n'est pas écrit dans l'orthographe habituelle. C'est F minuscule U, J majuscule, I, T, I, F, S. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ah, c'est pas une faute d'orthographe, c'est pour ça que c'est en majuscule. Et c'est une allusion au Japon, au mont Fuji. Donc, c'est une petite allusion. J'aime pas beaucoup les choses japonaises. Je collectionne rien de japonais. Je fais des haïkus. À part ma Honda, là, c'est tout ce que j'ai de japonais. Donc, c'est ça. C'est un symbole du Japon que je voulais mettre. Mais je voulais pas des calligraphies ou des dessins anciens de Japon. Des choses modernes. Au fait, Raymond est bon photographe. Ça, c'est des photos embrouillées par exprès. Parce que vous pouvez voir, il y a un autre livre là, puis les photos sont très belles, très claires. Donc, c'est une allusion que le tanka vient du Japon. C'est une sorte de livre. Et dans les notes qu'il m'a envoyées, il faisait référence à un tanka. Je ne l'ai pas écrit au complet, mais voici le début. Le mont Fuji tient tout entier
dans mon ordi. Mais là, je n'ai pas la suite. Ouais. Ben, c'est ça, il y a le mot Fuji dans le texte aussi. OK. Le mont Fuji, c'est énorme, non? Vous l'avez déjà vu? Et je l'ai tout dans mon ordinateur. Donc, pour la deuxième section, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en lisant son avant-propos que j'ai lu et relu. Le court paragraphe de... excusez. Maxiane, que j'ai compris. Donc, là, je suis allé voir quels étaient les textes de Loranger, parce que Loranger, je ne le connais pas. Même si j'ai étudié en littérature, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai fouillé, j'ai retrouvé des textes, j'ai retrouvé pratiquement tous les textes, sauf que j'en ai pris juste quelques-uns au hasard. Et suite à ça, moi je trouvais que c'était très hermétique, là, comme Tanka, mais il a fait une allusion à Saint-Denis Garneau, en parlant de la technique ludo-poétique du poème dans Regard et jeu de l'espace, écrit en 1937. Donc, j'aimerais que tu nous expliques la technique du ludo-poétique du poème. Bon. Il savait la question. Il faut retourner dans l'histoire. Quand j'ai lu la thèse de Bernadette Guillemette en 1980-81, 1600 pages, il y avait un gros 200 pages consacrées au haïku. Je m'intéressais au haïku, donc je n'ai pas regardé trop de choses, à part un peu la biographie de Loranger. Puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis posé la question, mais Jean-Bert Loranger, on parle toujours de ces haïkus, il y en a 4. Puis les tankas, ou les utas, comme on appelait ça, il y en a 24. Pourquoi est-ce que Bernadette Guillemette n'a pas parlé de ces utas du tout, ou presque pas? Donc là, j'ai fouillé. Mais c'est parce que Robert Loranger a beaucoup imité, comme beaucoup de monde, on imite les anciens. Il prenait des mots ici et là, puis il refaisait son poème. Il y a, entre autres, dans un des poèmes, ici c'est Ode. Le poème Ode commence par... Il va falloir que je le cherche. Donc, ouvrez cette porte où je pleure. Ouvrez cette porte où je pleure. Ben, Loranger l'a copié d'Apollinaire. Apollinaire. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. Donc, Loranger, comme beaucoup de poètes, probablement Émile Nelligan aussi, il prenait des choses d'ailleurs, puis il refaisait des poèmes avec. Donc, Loranger a fait ça, il a emprunté des textes ailleurs, puis c'est ça l'idée de faire ça avec les tankas. Donc, j'ai fouillé dans Loranger, j'ai barbouillé, j'ai écrit, souligné, c'est-à-dire des passages. Puis là, j'ai fait du découpage, du bricolage. J'ai découpé sur des papiers toutes sortes de mots qui m'intéressaient, des phrases qui m'intéressaient. Puis là, je les ai arrangés en tanka. Par exemple, le tanka qui sont à la fin de la couverture. Donc, les 4 premières lignes viennent d'ici, de la page 116, et la dernière ligne vient de la page 77. Donc, c'est la technique que Loranger faisait, et c'est ce que Saint-Denis Garneau et Anne Hébert ont fait aussi. Ça, on nous a jamais dit ça quand j'ai Mais fait ça, mes cours de c'est- littérature à l'université. Moi, je trouve que c'est le... Vous preniez de la poésie de Mallarmé. J'ai cité Mallarmé à un moment donné dans Oui. un recueil, dans Séjour. Oui. J'ai cité Mallarmé parce que j'ai fait un séjour dans Marseille et j'ai habité dans un Airbnb, puis il y avait des recueils de Mallarmé.
Fait que là, en lisant en vacances, je prenais des bouts, puis je mettais ça là. Donc, c'est ce que je sais. On était sur la technique, on était Sur la technique, c'est ça. C'est un scandale parce que Jean-Hubert Loranger, il était un peu bizarre. C'était le mouton noir de la littérature. Et autant on peut aimer Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, comme des poètes maudits français, autant au Québec, dans les années 20-30, quelqu'un de bizarre comme ça, là, c'était inacceptable. D'autant plus que quand il était en France, dans les années 20, il était à Paris, puis à l'île de Ré, je pense, il a découvert de la poésie. Et c'était des jeunes communistes. Jean-Richard Bloch, Luc Durtin, et puis René Maublanc. Il a découvert des haïkus et des tankas d'eux. Pour ces jeunes communistes-là, on est en 1920, là, c'est pas le communiste aujourd'hui, eux ont découvert les formes japonaises, c'est de la poésie accessible, c'est de la poésie pour tout le monde. C'est ça le communisme, non? Tout pour tout le monde. Donc Loranger s'est inspiré d'eux, puis il a écrit ses tankas, surtout de Jean-Richard Bloch, qui en est un exemple. Là. Donc Loranger s'est inspiré d'eux, et comme eux aussi, il mélangeait les différents textes pour faire ses propres textes. Mais on ne connaît pas beaucoup Jean-Hubert Loranger parce que si Saint-Denis Garneau, comme disait un professeur de l'université, Saint-Denis Garneau n'a jamais eu de maître, il a quand même été le disciple de quelqu'un. Et quand on veut faire un mythe de Saint-Denis Garneau ou de Anne Hébert, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on déblaye. Et c'est quand même étrange parce que Loranger, par son père, il est relié à la famille Saint-Aubert de Gaspé. Sa grand-mère, c'est une des petites filles de Saint-Aubert de Gaspé, Philippe Aubert de Gaspé. Et par sa mère, il est relié à la famille Salaberry et à la famille Juchereau-Duchesnay. Donc, Juchereau-Duchesnay, ça c'est Saint-Denis Garneau et Anne Hébert. Et quand on regarde la biographie, la généalogie de Saint-Denis Garneau et d'Anne Hébert, on arrête juste à la famille Juchereau. Parce que Madame Juchereau, c'était une Salaberry. Je suis un peu maniaque de Vous voyez, généalogie. Pour lire son recueil, il faut faire de la généalogie. Ouais. Et Donc, donc, c'était les seigneurs de l'époque. Ils avaient des seigneuries, c'était des gens qui, les grands, plus que bourgeois, c'était l'aristocratie ouais. de l'époque. Et Saint-Denis Garneau était aussi parent avec la famille Taschereau. Et ils avaient, et Poupard, Taschereau et Poupard, et ils habitaient l'été à Saint-Ours. Et ils visitaient le seigneur de la seigneurie de Saint-Ours. Et dans ses contes, parce qu'il a écrit un peu de poèmes, il a écrit beaucoup de contes. Si vous avez le temps, lisez les contes de Saint-Denis Garneau, puis beaucoup de choses se passent à Saint-Ours. C'est intéressant aussi, j'ai fait le jeu avec Fuji, là, mais Jean-Hubert Loranger, ça fait J-A-L, ça fait Japan Airlines. Et ça fait aussi, en Gaspésie, le JAL. Bas-Saint-Laurent, excuse. Ouais. Et encore, dans les contes, il y avait du génie de Saint-Denis Loranger, mais c'est ça qu'on l'oublie. Son personnage, c'est... dans ses contes, c'est Joe Folku. Mais c'est parce qu'il était aussi un peu communiste puis un peu franc-maçon. Donc, frère, Aubert, L, Loranger, C, la Loge de Montréal, c'est Cœur uni, C-U. Donc, quand on ne connaît pas, Folku, Q-fou, ça fait bizarre. Mais si tu regardes comment il a fabriqué ces mots, c'est intéressant. Donc, frère, Aubert, Loranger, Cœur uni, Joe Folku.
Mais ça, je parle de ces choses-là à Robert Mélenchon, à Pierre Neveu, puis à d'autres. Puis quand j'envoie les courriels, j'ai jamais de réponse. Donc, c'est ça, c'est des bons de la littérature québécoise et de la presse québécoise, c'est ça? Hein? C'est ça, il ne faut pas la toucher. Puis là, il y a une biographie qui vient de paraître sur Anne Hébert. Et tout à coup, Anne Hébert a écrit ses poèmes d'enfants, puis tout à coup, elle a eu des poèmes d'adultes. Tu sais, il y a le trou, là. Le trou, c'est la même chose avec Saint-Denis Garneau. Il y a une publication de sa biographie, là. Puis c'est la même chose. Il y a comme un... C'est des écrivains champignons. Ils sont arrivés matures tout à coup. Ouais, dans l'exercice, pour comprendre ces tankas, donc je suis allé dans les textes d'origine et j'ai posé comme question s'il avait dû changer la syntaxe, vous savez, ponctuation, etc. Non, tout fonctionne. Je vais vous lire un court texte, ça s'appelle Intérieur, c'est 11 vers. Donc, et ce qu'il en a fait m'a beaucoup plu. Une horloge grand-père, haut ce cercueil debout et fermé sur le temps. Ce cadran pâle au fond de l'ombre, une face qui n'a plus d'âge. Le clavier, un rictus. Le croissant par la fenêtre, une découpure d'ombre. Et le pendule se balance, comme une hache à deux tranchants. Voici ce qu'André en a fait. Une horloge grand-père, haut ce cercueil debout. Une face qui n'a plus d'âge, et le pendule se balance comme une hache à deux tranchants. Je peux... avec... Intensifier, retravailler, intensifier. Et dans un court texte ici, par exemple, ça s'intitule Prologue, le titre Une rivière. Sur la rive gauche, qui est basse, il y a un village. Une seule rue le traverse par où entre sa vie et les petites maisons qui se font vis-à-vis. Ils sont comme attablés. Tout au bout, à la place d'honneur, l'église qui préside à la confrérie des petites maisons. Sur la rive droite, qui est escarpée, c'est une grande plaine avec des moissons, une plaine qui remue, et derrière un grand bois barre l'horizon, d'où vient une route vicinale jusqu'à la grève où est la cabane du passeur. La route est flanquée de poteaux télégraphiques qui ont l'air de grands râteaux debout sur leurs manches. Enfin, le bac du passeur, qui est un morceau de la route qui flotte sur l'eau. Vous retrouvez ce tanka-là à la page 55 et ça devient « La route est flanquée de poteaux télégraphiques. Le bac du passeur, un morceau de la route qui flotte sur l'eau. » Donc, c'est pour ça, moi, en lisant les tankas, je me disais, d'où vient cette idée du passeur? Pourquoi il parle du grand-père? Pourquoi il parle de la route? Par exemple, ici, c'est... il y en a un sur le parc, j'ai 13 strophes. Et je vais vous lire seulement les 3 premières. Au parc où jouait mon enfance, un malade comptait ses pas, soutenu par 2 belles femmes. Dans l'allée plus longue que lui, dans une allée jusqu'à sa mort. Ce fut là, autour d'un kiosque, l'avenir à jamais lié et le bonheur tenant pour nous dans l'équilibre des cerceaux. Et ça continue comme ça. Et c'est devenu, au parc où jouait mon enfance, un malade comptait ses pas. Ah oui, dans l'allée plus longue que lui, dans une allée jusqu'à sa mort. Oh, j'ai oublié le nez, désolé. Mais c'est à la page 81 dans le recueil. Fait que ça vous donne une idée. Moi, ça a été vraiment là, une chance que j'ai su que c'était l'oranger. Et là, en lisant, j'appréciais de plus en plus. Donc,
si vous lisez, moi je vous conseille, allez faire un tour chez l'Oranger et vous allez mieux saisir toute l'essence parce que celui que je vous ai lu là, sur le grand-père, on m'a jeté à terre. Et quand on lit, on dit en 11 et aucune ponctuation n'est changée, aucun mot n'est changé, c'est tel quel. Et c'est là qu'on voit l'art de faire les liens entre les mots, les vers, etc. C'est le jeu qu'explique Saint-Denis Carnot. Saint-Denis Carnot a fait un poème avec sa technique de plagiat. Ben, on peut appeler ça imitation, plagiat, mais chez les Japonais, c'est comme ethnie. Parce que le maître enseigne à ses disciples, les disciples écoutent le maître, et quand les disciples sont assez formés, ben, ils forment leur propre école. Donc ça s'appelle onkadori. Onka, remettre, si on peut traduire, remettre sur la route. Donc c'est prendre des choses existantes et les faire revivre autrement. Une question. C'est aussi un symptôme. Ah, t'es là? Oui, elle a fait la même chose avec Moby Dick. Elle a fait... Ça, c'était du caviardage. Moby Dick, c'était du caviardage. C'est 100 tonnes qui vont jusqu'au... Les anciens Grecs faisaient ça avec Homère. Et les Romains avec la Chine. Ils le prendre un vers ici, un vers là, un vers là, et de faire son propre poème. C'est ça. Et C'est on la a eu technique qu'elle a déjà pratiquée. On a eu la même technique en théâtre du temps de Molière, parce que Molière est allé chercher des bouts de phrases, de Corneille, de plusieurs, et c'était la façon d'être. Et c'est juste pour dire que Rodin faisait la même chose avec ses sculptures, pas prendre les sculptures des autres, il prenait comme le bras d'une sculpture, les jambes d'une autre sculpture, la torse d'une autre sculpture, pour faire un tout nouveau être humain en statue. Il revenait ici. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je fais un village sur ce que tu viens de dire, mais explique donc, c'est quoi du caviardage? Les gens connaissent pas. Du caviardage, on a appelé ça caviardage parce que les Russes, quand ils faisaient pour qu'on ne puisse pas lire, ils mettaient de l'encre noire près des Perses et puis donc on a décidé en français de faire du caviar. Alors, caviardage, c'est qu'on prend une page et puis on prend un mot ici, un mot là, un mot là, un mot là. C'est comme si on mettait de l'encre noire partout ailleurs. Et puis ce qui reste, c'est notre propre écrit. Oui, mais c'est ça. Le texte original, c'est de quelqu'un d'autre, donc de quelqu'un de connu. Dans ton cas, c'était Moby Dick. Oui. Puis tu as fait. Tu es allé piger des mots là-dedans. Oui. Mais le caviardage, ça se fait couramment. C'est encore très populaire auprès de notre gouvernement. Oui, c'est ça. On efface son repas qui soit lu. Est-ce que la différence avec ce dont on a parlé, c'est que dans le caviardage, on va seulement chercher les mots, on ne le change pas comme la place. C'est ça. On n'a pas le droit de changer l'ordre dans le caviardage. Ok, c'est ça. Mais dans un santon, on prend un verre ici, un verre là, un verre là. On peut prendre des verres de différents poèmes et de les mettre ensemble. Il y a un autre exemple ici, si je peux. C'est le passeur, c'est dans le premier recueil de Les atmosphères de l'Oranger, c'est le passeur de Saint-Ours, Saint-Ours à Saint-Marc, traversé là. Donc, comme il passait ses étés à Saint-Ours, ben, il a fait des textes. Donc, c'est un paragraphe ici de Le Passeur, j'ai mis en vers. Donc, première ligne, deuxième ligne du tanka, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc, c'est les mots tels quels, mais j'ai changé un peu l'ordre pour donner un sens. Je vais faire circuler ma feuille justement du passeur et vous allez voir toutes les petites annotations, comment j'ai fonctionné. Oui, J'ai une question pour André. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Madame Guillemette, elle n'a pas parlé des haïkus, des tankas de l'Oranger. Est-ce que tu crois qu'elle savait
qu'elle avait deviné, qu'elle avait lu, qu'elle avait supposé qu'il empruntait des bouts de textes d'autres poètes connus. Et Ouais. que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas voulu en parler de ces tankas. Oui, parce qu'elle cite justement des tankas de Jean-Richard Bloch, un communiste de Poitiers, là, qui l'a inspiré. Mais elle n'en parle pas du tout. Elle ne fait aucun lien, aucune relation. Mais si on regarde, il y a beaucoup de monde qui a défroqué dans les années 60-70 ans. Donc, ils ont défroqué de la soutane, mais ils n'ont pas défroqué des idées. Son mari, c'était un ancien prêtre, puis elle, c'était une ancienne religieuse. Puis commencer à embarquer dans les relations politiques, homosexuelles et tout ça, là, parce que là, on pourrait parler de l'Oranger, puis de Saint-Denis-Gardon, puis d'en Hébert aussi, sur un autre ton, là, sur un autre sujet. Donc, elle n'a pas voulu embarquer. Pour eux, les poètes qui ont influencé l'Oranger, c'est ceux qui n'étaient pas communistes. Donc, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé et Apollinaire. Parce qu'Apollinaire est mort juste avant que le communisme commence. Mais elle ne parle pas de Richard Bloch, ou vraiment pas beaucoup de Luc Durtin. C'est ça. Merci. Mais les poètes qu'elle a choisis, c'était pas non plus des poètes très, très religieux. C'était Verlaine, Rimbaud. C'est ça. Moi, je me rappelle, à l'université, on lisait les calligrammes d'Apollinaire, et c'est par un copain d'université qui était maniaque de pornographie qui m'a fait lire les 11 000 verges d'Apollinaire, qui est vraiment... bon, si un jour vous venez à Bécomo, je vous montrerai la bande dessinée. Disons que c'est comme ci, comme ça. Oui, Jean. Et donc, est-ce que tu t'es senti, André, plus à l'aise de reprendre comme ça des vers de l'Oranger, puis tout ça, puis d'inspirer l'Oranger, puisque maintenant il est sur le domaine public, hein, je vois qu'il est mort en 42, donc ça fait plus que 70 ans, hein, c'est ça la vie, donc son œuvre tombe dans le domaine public. On appelle que votre personne, on a personne, vous ayez en voir, tout ça, ou toi tu sentais de toute façon, tu disais de toute façon c'est quelque chose qui existe, une pratique qui existe, et je me lance à Ouais, ben, je me sentais libre parce que Saint-Denis-Gardon et l'Oranger sont morts depuis longtemps. Mais avec Anne Hébert, j'ai fait ça avec Anne Hébert aussi, là-dedans. Mais ça, c'est un premier exercice que j'ai fait avant. Donc là, j'ai pris des extraits un peu plus longs pour montrer la filiation entre l'Oranger, Garneau et Anne Hébert. Donc là, j'ai pris des choses un peu plus longues, mais j'ai pas fait beaucoup de publicité sur ce recueil parce que en Hébert et sa gang, j'ai pas voulu embarquer là-dedans. C'est pour ça que comme sous-titre, j'ai mis essai poétique. Donc, si c'est un essai, dans un essai, on peut citer des choses. Donc, mais il n'y a pas eu de remous, personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Donc, j'ai mis bout à bout sur 7 semaines. C'est des poèmes. C'est un long poème de 30 pages. C'est pas des haïkus, c'est vraiment des extraits à 8 mains. Et je travaillais aussi avec Raymond Aubin qui faisait des photos. Moi, j'ai pris des textes des années 20-30 et lui a pris des photos des années 30 et il a retravaillé les photos. Donc, ce n'est pas des haïkus qui se rapprochent de Cuba. Donc, c'est Au soleil avec Jean Hector et la petite Anne. Donc, Jean Aubert l'Oranger, Hector Saint-Denis-Gardon et Anne Hébert, ou Oncadori à Cuba. Donc, j'ai situé ça à Cuba, parce que dans sa biographie, Anne Hébert n'est pas allé à Cuba, mais comme son père était tuberculeux, ils sont allés au sud des États-Unis, où le climat était plus sec. Donc, moi, j'ai mis ça à Cuba.
déjà mieux Cuba que la photographie. Une dernière question? Comment ça peut prendre de temps écrire la partie l'orangéenne? Ça peut être très long. J'ai lu l'oranger depuis une quinzaine d'années, beaucoup de fois. Comment que le livre commence à être magané, là. Mais à la fin, j'ai fait des photocopies complètes. Là, je les ai soulignées. Là, j'ai découpé. C'est beaucoup de bricolage. Et la dernière phase, c'est peut-être 6 mois. Mais il y avait de la relecture et de la relecture avant. Donc, cette version-là, c'est vieux, là. Il y a une nouvelle édition. On publie régulièrement, on republie régulièrement l'oranger. Mais ça, c'est vieux. Mais la nouvelle édition, elle a une autre couverture. Désolé, je dois couper parce que on doit quitter.